Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h15, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On évoque toujours la mort de la petite Lola. Le juge de la liberté et des détentions qui a dû statuer sur le sort de la principale suspecte, Davia B, a communiqué des informations importantes il y a quelques instants. Et il a estimé que son comportement était d'une gravité et d'une sauvagerie extrême, sont les mots du juge, qui constituait une atteinte exceptionnelle à l'ordre public. Il y a un risque de réitération majeure, une facilité inouïe dans le passage à l'acte, ce sont les mots du juge encore une fois, et un manque d'empathie totale. Éric Nolot, quand on voit cette description de la principale suspecte, c'est vrai que c'est un portrait assez glaçant qui s'en détache. Les mots sont rares, donc les mots nous heurtent, les mots nous choquent, et on n'est pas habitué à entendre ces mots-là, même dans la bouche d'un magistrat. Je crois qu'on a affaire, et on n'est certainement pas au bout des révélations, à une affaire hors norme. Hors norme, et le mot de sauvagerie est en train d'ouvrir ce dossier hors norme. Je pense qu'on va apprendre des choses encore plus glaçantes, pour reprendre votre adjectif. Et on a vu passer quelques images, je le dis pour nos auditeurs, du TikTok, du compte TikTok de la principale suspecte, où on la voit danser, et évidemment, oui, alors sans là, doute des vidéos, il dit il y a quelques semaines. Dans l'affaire hors norme, là c'est assez stupéfiant parce que ça bat en brèche quand même les premières informations qui nous avaient été communiquées. Une SDF paumée, psychotique, c'est pas du tout ce qu'elle montre sur les vidéos TikTok. Et il y a quelque chose à un niveau plus métaphysique, c'est que on voit que le visage du mal absolu est le visage d'une jolie femme très gracieuse qui danse. Enfin, il y a un choc entre les mots du juge que vous venez de citer et les vidéos qui ont été diffusées sur TikTok, qui est tout à fait incroyable. Alors là, c'est plus que glaçant, j'arrive même pas à trouver l'adjectif. Charles Consigny, on est face à un cas exceptionnel, hors norme. Il y a une détention et l'instruction qui va se poursuivre pour établir toutes les responsabilités. Si elles ne sont pas uniques, évidemment. Alors, ce que vous avez cité, c'est intéressant parce que c'est des critères qui, en fait, sont utilisés, servent à justifier une détention provisoire. Il faut viser au moins un des deux critères que vous avez cités. C'est le code de procédure pénale qui les prévoit. Moi, je pense que, sauf coup de théâtre psychiatrique avec une expertise qui viendrait nous dire que cette jeune femme était atteinte d'une bouffée délirante schizophrénique au moment du passage à l'acte. Elle est partie pour une détention provisoire qui va durer l'intégralité de l'instruction. Elle comparaîtra détenue devant une cour d'assises et, sans m'avancer beaucoup, je pense qu'elle aura une peine extrêmement lourde. Donc, on verra ce que cette enquête va déterminer. Ce qui est intéressant, ce sera de savoir d'abord si elle est vraiment folle ou pas, parce que c'est un cas d'irresponsabilité pénale, donc il faudra déterminer ça. Ensuite, si elle avait des complices ou non. Au début de cette enquête, il m'a semblé qu'il y avait un complice qui avait été identifié, interpellé. Qu'est-ce qu'il en est de ce complice ? À mon avis, il va aller lui aussi en détention provisoire. Et qu'est-ce qui a fondé qu'est-ce qui a conduit à cet acte ignoble. C'est ça que l'enquête va déterminer. Amine Elbaï nous a rejoint. Bonsoir à vous. Vous êtes juriste. On va parler de votre livre tout à l'heure parce que ça concerne un autre sujet. Mais sur cette affaire hors norme, avec ce meurtre abominable et le débat politique qui s'en est suivi, vous comprenez l'émoi, évidemment, des Français. Je comprends parfaitement l'émoi des Françaises et des Français. Et je m'interroge sur la commission de ce crime abominable. C'est l'innommable qui aujourd'hui est pointé. Mais moi, ma question, elle se porte avant la commission du crime. Comme toutes les Françaises et comme tous les Français, je me suis posé la question de savoir pourquoi ce crime a été commis, en sachant que l'auteur des faits faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise par la préfecture, et qu'une nouvelle fois encore, cette obligation de quitter le territoire n'a pas été exécutée. Et c'est un véritable problème dans notre pays. Aujourd'hui, les étrangers qui n'ont rien à faire sur le territoire puisqu'ils vivent sans titre de séjour, sans droit ni titre, ne sont pas expulsés du territoire national. Et il y a un véritable problème avec cette affaire, c'est que la plupart des crimes commis par des étrangers qui n'ont pas de papier se révèlent être des crimes gratuits qui se multiplient de plus en plus. Dans les centres-villes, on le voit, de plus en plus de centres-villes sont immergés par une immigration incontrôlée. Il est temps aujourd'hui de poser le débat sur l'immigration
Et il faut le dire, ce n'est pas stigmatiser les étrangers que de poser cette question. L'immigration d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'immigration d'hier. C'est un petit-fils d'immigré qui vous le dit. J'habite une ville comme Roubaix, une ville populaire qui représente 97 nationalités. Et je n'entends pas aujourd'hui confondre la culture, les 97 nationalités qui sont représentées, et l'immigration d'aujourd'hui qui est essentiellement une immigration économique. Cette personne qui est arrivée en France, il ne faut pas se mentir, elle a obtenu un titre de séjour étudiant pour un CAP. Mes parents sont originaires d'Algérie. En Algérie, on offre également des formations équivalentes. Donc elle n'aurait pas dû bénéficier de titre de séjour et elle n'aurait même pas pu, en réalité, mettre un pied sur le territoire national. Il faut revoir de la cave au grenier l'ensemble des critères d'attribution des titres de séjour d'une part, et lorsque les personnes ne remplissent plus les conditions pour rester sur le territoire national, il faut les expulser immédiatement.